Dans cette vidéo, on va parler des mathématiques et derrière le scrutin de Condorcet randomisé dont j'ai parlé dans l'épisode de lundi. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode de lundi, allez le voir parce qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus compliqué. En bref, si l'on croit au scrutin de Condorcet, et j'ai tendance à penser que le scrutin de Condorcet est peut-être le principe le plus fondamental de la théorie des systèmes de vote, alors il faut élire le vainqueur de Condorcet des loteries, qui est la loterie élue par le scrutin de Condorcet randomisé. La vidéo d'aujourd'hui repose en très grande partie sur l'article que j'ai publié dans Social Choice and Welfare. On va en particulier prouver différents théorèmes autour du scrutin de Condorcet randomisé. Le premier, le théorème fondamental du scrutin de Condorcet randomisé, à savoir qu'il est bien défini. Il repose donc sur ce théorème-là qui dit qu'à moins d'une égalité entre deux candidats, il y a toujours un vainqueur de Condorcet des loteries. Alors, égalité, il y a eu des confusions lundi dernier. Quand je dis égalité entre deux candidats, c'est si entre deux candidats, il n'y a pas de vainqueur en duel. C'est pas le cas où il y a un paradoxe de Condorcet. Or, si vous pouvez imaginer que s'il y a un vote sur toute la France, sur des millions d'habitants, la probabilité qu'il y ait une égalité entre deux candidats en duel est égale à 0. Du coup, en général, il ne va pas y avoir d'égalité, en ce sens. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des paradoxes de Condorcet, c'est-à-dire des cycles A, bas B, bas C, bas A. Dans ce cas-là, il y aura toujours un unique vainqueur de Condorcet des loteries. Et donc, pour répondre à la question de certains, les loteries ne sont utilisées que s'il n'y a pas de vainqueur de Condorcet déterministe. Ensuite, on va aussi prouver un des théorèmes les plus importants par rapport au scrutin de Condorcet randomisé, à savoir le fait qu'il est stratégie proof en un certain sens. Alors plus précisément, c'est lorsqu'il existe un vainqueur de Condorcet des préférences des électeurs, et si on suppose que les préférences des individus sont par comparaison binaire, donc on va définir tout ça plus tard dans cette vidéo, alors on peut prouver que le scrutin de Condorcet randomisé est strategy proof, c'est-à-dire que aucun électeur n'a intérêt à voter différemment de selon ses vraies préférences, il n'y a pas de dilemme du vote utile. Et puis vers la fin de cette vidéo, je mentionnerai aussi les autres théorèmes qui apparaissent dans l'article que j'ai publié, notamment le fait que le scrutin de Condorcet randomisé est à peu près le seul à avoir la jolie propriété de strategy proofness dont j'ai parlé plus tôt. Et c'est vraiment ça qui me convainc que des aliens utilisent ce scrutin de Condorcet randomisé, puisqu'un théorème d'unicité comme celui-là montre qu'on ne pourra jamais faire mieux. Et ça, c'est quand même quelque chose de très 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 fort. Enfin, en toute fin de vidéo, je vous parlerai aussi d'une variante du scrutin de Condorcet randomisé que certains ont appelé les loteries maximales et qui sont très 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 proches aussi des idées de Condorcet, qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés de stratégie proofness, mais qui sont aussi très 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 intéressantes. Et on peut dire qu'elles correspondent à une certaine optimalité du vote en un certain sens. Comme toujours, il s'agit d'un épisode hardcore, mais pas d'un cours. Du coup, je vais pas être ultra rigoureux. Il y aura beaucoup de détails qu'il faudra, si vous êtes rigoureux, remplir, résoudre par vous-même chez vous. Ok, on commence avec le théorème fondamental du scrutin de Condorcet randomisé, à savoir l'existence et la quasi-unicité d'un vainqueur de Condorcet des loteries, notamment on a cette unicité dès qu'il n'y a aucune égalité entre deux candidats déterministes. Alors pour ce faire, on va devoir introduire un peu de formalisme, donc je vais appeler X un ensemble d'alternatives, donc le but de l'élection, ça va être de tirer un élément dans X conformément aux préférences des électeurs. Et on va s'autoriser des scrutins randomisés, ce qui veut dire que l'on va s'autoriser à tirer une loi de probabilité X tilde, qui appartient à delta de X, qui est l'ensemble des probabilités sur X. Et en fait, je vais associer à tilde X la variable aléatoire qui correspond à la distribution de tilde X. Une préférence, ça va être une relation d'ordre totale sur X. Par exemple, si X contient trois éléments X, Y et Z, alors une relation d'ordre total sera parfaitement définie, par exemple sous la forme θ de point X supérieur à Y supérieur à Z. Ça veut dire que selon θ, X est meilleur que Y est meilleur que Z. Du coup, l'ensemble des préférences, ça va être ce que je vais noter O, c'est-à-dire l'ensemble des relations d'ordre total, et θ est un élément de O. Maintenant, si on regarde l'ensemble des préférences du peuple, alors on pourrait décrire ça comme on l'avait fait dans l'épisode hardcore précédent, comme étant un n-tuple de préférences. Ce que je vais faire ici, c'est un truc un peu différent qui généralise un petit peu ce cas-là, qui va permettre notamment de décrire le cas où les électeurs ont différents droits de vote. On va considérer que les préférences du peuple peuvent en fait être définies
par une loi de probabilité sur les relations d'ordre, c'est-à-dire ça va être un θ tilde appartenant à l'ensemble des lois de probabilité sur les relations d'ordre O. Et du coup, si j'écris la probabilité que θ tilde préfère x à y est supérieur à 2/3, ça veut dire que si je tire un électeur au hasard dans la population, la probabilité que cet électeur préfère x à y est égale à 2/3, ou autrement dit, 2/3 de la population préfère x à y. Et avec ça, on peut définir les préférences de la majorité que je vais noter m de θ tilde. Alors m de θ tilde va dire que x est meilleur que y si x bat y en référendum, et ça revient à dire que la proportion de gens qui préfèrent x à y est strictement supérieure à la proportion de gens qui préfèrent y à x. Petite remarque importante, j'utilise un symbole différent pour décrire la préférence de la majorité, et c'est parce que la préférence de la majorité n'est pas une relation d'ordre. En tout cas pas en général. Et ça c'est à cause du paradoxe de Condorcet, puisqu'on a vu qu'il y avait des cas où on pouvait avoir une majorité qui préfère x à y à z et z à x. Autrement dit, la relation associée à la majorité n'est pas une relation d'ordre, c'est juste une relation binaire, bon elle est quand même antisymétrique, mais elle n'est pas transitive. Maintenant, comme on l'a annoncé dans l'épisode 5, pour pouvoir contourner le paradoxe de Condorcet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'autoriser des loteries. Et pour pouvoir étudier ces loteries avec les préférences de la majorité, ce qu'on va faire, c'est devoir définir une préférence de la majorité pour les loteries. Et comme on l'a vu dans l'épisode 5, on va dire que la majorité préfère une loterie x tilde à une loterie y tilde. Si lorsque je tire une alternative selon x tilde et je tire une alternative selon y tilde, alors l'alternative tirée selon x tilde va être plus souvent préférée à l'autre que vice versa. Et ça, mathématiquement, ça revient à dire que la probabilité que la majorité préfère un candidat tiré selon x tilde à un candidat tiré par y tilde est supérieure à l'opposé qui est le terme de droite. Et avec cette définition, on va pouvoir maintenant comparer des loteries via les préférences de la majorité. Donc la préférence de la majorité va maintenant être une relation sur les loteries, donc ça va être toujours pas une relation d'ordre parce que c'est pas transitif, mais ça va être une relation qui va être néanmoins antisymétrique. Et le théorème fondamental du scrutin de Condorcet randomisé, c'est surtout que cette relation d'ordre va avoir un maximum, c'est-à-dire qu'il va exister une loterie que la majorité va préférer, va être préférée ou égale en fait, à n'importe quelle autre loterie. Autrement dit, pour tout θ tilde, il existe un x tilde tel que, quelle que soit une autre loterie y tilde, la majorité préfère x tilde à y tilde. En fait, ça sera toujours vrai, donc c'est le théorème d'existence qui est toujours vrai. Et même en général, x tilde sera unique à moins d'une égalité en duel entre deux candidats. Ok, on peut passer à la preuve du théorème fondamental du scrutin de Condorcet randomisé. Pour cela, on va associer au graphe des duels entre candidats un jeu à deux joueurs à somme nulle, un peu comme lorsqu'on joue au Shifumi. En effet, lorsqu'on joue au Shifumi, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un graphe des duels. Pierre bat ciseaux, ciseaux bat feuille, feuille bat pierre. Le graphe des duels, plus généralement, définit un autre jeu où, en gros, chaque joueur doit choisir un des candidats. Et on marque un point si on choisit un candidat qui bat le candidat de l'adversaire. Donc ça nous donne un jeu symétrique, hein, le jeu est le même du point de vue des deux joueurs, qui est à somme nulle, donc si on fait la somme des gains des deux joueurs, c'est égal à 0. Et du coup, par le théorème minimax de von Neumann ou par le théorème de Nash sur l'existence des équipes de Nash, on sait qu'il existe une stratégie qui garantisse à chaque joueur un gain égal à 0. Cette stratégie gagnante pour chacun des joueurs, elle n'est pas forcément déterministe, elle peut être randomisée, auquel cas la stratégie d'un joueur consiste à jouer une certaine loi de probabilité sur l'ensemble des candidats. Donc par exemple, pierre, feuille, ciseaux, l'équipe de Nash consiste à jouer pierre, feuille et ciseaux, chacun avec probabilité 1/3. Eh bien, si j'appelle x tilde cette équipe de Nash, cette stratégie minimax, eh bien, on peut voir que la propriété fondamentale de la stratégie minimax, c'est précisément le fait qu'elle bat n'importe quelle autre stratégie, ou qu'elle bat ou fait égalité avec n'importe quelle autre stratégie, ou autrement dit, que la majorité préfère x tilde à n'importe quelle autre loterie y tilde. On a bien prouvé via le théorème de Nash ou le théorème minimax l'existence
d'un vainqueur de Condorcet des loteries. Alors si vous êtes intuitionniste, et j'espère que vous l'êtes, vous devriez vous demander est-ce que du coup cette équipe de Nash ou ce vainqueur de Condorcet des loteries, il peut être calculé. Et en effet, il est non seulement calculable, mais en plus on peut le calculer en temps polynomial. En fait, l'ensemble des inégalités caractéristiques du vainqueur de Condorcet des loteries correspond en fait à des inégalités linéaires sur les probabilités assignées aux différents candidats. Et quand on a un ensemble de points définis par de telles inégalités linéaires, on construit ce qu'on appelle géométriquement un polyèdre, et il y a des théorèmes qui montrent qu'on peut toujours calculer un point à l'intérieur du polyèdre en temps polynomial via des algorithmes notamment de programmation linéaire, par exemple méthode des ellipsoïdes, ou vous pouvez utiliser le simplex en pratique qui tourne assez vite. Bref, on a un algorithme qui est polynomial en le nombre de candidats pour calculer le vainqueur de Condorcet des loteries. Bon, bien sûr, je vous ai pas donné une preuve complète puisqu'il faudrait prouver le théorème minimax pour pouvoir en arriver là. Le plus simple pour ce faire étant sans doute de faire toute la théorie de la programmation linéaire et la dualité en programmation linéaire. Donc c'est assez lourd à présenter tout ça, mais ça a plein d'autres applications. Et bon, je suis sûr que j'aurai l'occasion de vous en reparler de tout ça plus tard pas dans cette série sur la démocratie, mais plus tard sur cette soirée. Donc ça prouve l'existence dans tous les cas, mais après il y a le problème de l'unicité. Et l'unicité est plus difficile à prouver. Donc l'unicité, je vous rappelle, c'est si il n'y a aucune égalité entre deux candidats, si à chaque fois que je prends deux candidats en duel, l'un bat l'autre ou l'autre bat l'un, il n'y a pas d'égalité, alors forcément le vainqueur de Condorcet des loteries est unique. Pour pouvoir prouver ça, on va considérer deux loteries vainqueurs de Condorcet, X tilde et Y tilde, on va montrer qu'elles sont égales. Alors par indépendance aux alternatives non pertinentes, on peut enlever toutes les alternatives qui ne sont jamais jouées ni par X tilde ni par Y tilde. Et donc une fois qu'on a enlevé toutes les alternatives qui n'ont aucune chance d'être élues, toutes les alternatives non pertinentes, il ne nous reste que des alternatives qui ont une probabilité strictement positive d'être jouées ou bien par X tilde ou bien par Y tilde. On va juste restreindre avec un ensemble X qui ne contient que des alternatives qui sont jouées avec une probabilité strictement positive. Et ça veut dire que lorsque je prends un Z maintenant qui est joué avec probabilité strictement positive, donc forcément Z va avoir un gain espéré égal à 0. Parce que sinon, il n'aurait pas été joué ni par X tilde ni par Y tilde, puisqu'en étant joué, il diminuerait strictement l'espérance de gain et ramènerait une espérance de gain strictement négative. Donc forcément, on sait que Z, s'il est joué, c'est forcément parce qu'il fait égalité avec X tilde et avec Y tilde. Le fait qu'il fasse égalité avec X tilde, ça veut dire que la probabilité que Z bat X tilde est en fait égale à la probabilité que X tilde bat Z selon la majorité. Donc là, bon, j'ai pas mis la majorité ici pour simplifier les notations. Et de la même manière, la probabilité que Z bat Y tilde est égale à la probabilité que Y tilde bat Z. On va maintenant définir delta de Z comme étant la différence en gros entre Y tilde et X tilde au niveau de Z. Plus précisément, ça va être la probabilité que X tilde est égal à Z moins la probabilité que Y tilde est égal à Z. Et on va essayer de prouver que delta de Z est égal à 0 pour tout Z, et du coup ça voudra dire que X tilde est en fait égal à Y tilde. Et bien si on reprend les équations précédentes, on voit en fait que les équations précédentes, elles nous impliquent un système d'équations que doit satisfaire le vecteur delta, qui est en fait un vecteur de R puissance X. Donc si on fait la soustraction des deux relations précédentes, on voit que la somme pour les Z+ qui battent Z de delta de Z+, doit être égale à la somme des Z- qui sont battus par Z de delta de Z-. Et par ailleurs, on a la somme des delta de W qui est égale à 0 pour W appartenant à grand X. Pourquoi est-ce que ça c'est vrai? C'est parce que delta de W, si on réécrit sa définition, c'est la probabilité que X tilde est égal à W moins la probabilité que X tilde est égal que Y tilde est égal à W. Et donc si on réécrit cette somme, ça nous fait la somme des probabilités que X tilde est égal à W pour W appartenant à X. Donc ça c'est la probabilité que X tilde appartient à grand X. Moins la même chose pour Y, qui est en fait la probabilité que Y tilde appartient à grand X, et ça c'est forcément égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. En fait, ce qui se passe si on oublie la deuxième équation, c'est qu'on a un système linéaire que doivent satisfaire X tilde et Y tilde, qui correspondent au fait que X tilde et Y tilde sont vainqueurs de Condorcet. Le nombre de ces équations est le nombre d'alternatives, et le nombre de variables est également le nombre d'alternatives. Donc on pourrait écrire ça sous forme matricielle, comme étant une équation de la forme AX est égal à 0.
Et ce qu'on va vouloir montrer, c'est que la matrice A est de rang n-1. Donc il n'est pas de rang n, sinon on n'aurait pas l'existence d'une solution. Donc il est forcément d'un rang inférieur, strictement inférieur à n. Mais ce qu'on a envie de montrer à travers ce système d'équations, c'est qu'en fait il est un rang n-1, dans le sens où il y a encore un degré de liberté, ce qui veut dire que l'ensemble des solutions à la première ligne d'équation, ça va être une droite dans R puissance x, et ensuite les probabilités elles doivent sommer à 1, donc cette droite doit intersecter l'hyperplan d'équation, la somme des probabilités est égale à 1, et du coup ça nous donne une seule solution. Et l'idée de la preuve, c'est que au lieu de trouver ce point d'intersection, on va ramener l'hyperplan à 0, et là on a envie de dire que la seule solution est égale à 0. Et le point important de la preuve, c'est que ce système d'équations ne contient que des nombres entiers, un système parfaitement entier. Et du coup, on sait qu'on peut toujours inverser des matrices, par exemple avec le pivot de Gauss, pour avoir une solution qui s'exprime comme une combinaison de multiplication, d'addition et de division de différents nombres entiers. Et ça veut dire que si on résout ce système d'équations, on doit pouvoir trouver une solution fractionnaire. Et si on a une solution fractionnaire delta ici, ce système d'équations, forcément on va pouvoir multiplier par le plus petit, par le plus grand diviseur commun des dénominateurs pour se ramener à un delta qui prend des valeurs uniquement entières et dont tous les deltas de W sont premiers entre eux, c'est-à-dire que par exemple ils ne sont pas tous pairs. En effet, si tous les deltas de W étaient pairs, on pourrait tous les diviser par 2 et on aura encore une solution à ce système d'équations. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est que si ce système d'équations a une solution, alors il existe forcément une solution delta où tous les deltas de W sont des nombres entiers et où au moins un des deltas prend une valeur impaire. Donc je vais appeler delta cette solution et je vais appeler Z le candidat pour lequel delta de Z est un nombre entier impair, sachant que pour les autres, il faut que ça soit un nombre entier. Sauf que maintenant, je peux réécrire la dernière équation en isolant le delta de Z. Donc ça me donne delta de Z plus la somme pour les Z plus qui battent Z du delta de Z plus la somme pour les delta de Z-, des Z- qui sont battus par Z. Or, d'après l'équation juste au-dessus, appliquée à Z, on sait que ces deux termes-là sont égaux, et on peut remettre ces deux termes de l'autre côté, et du coup ça nous donne delta de Z est égal à moins 2 fois la somme des delta de Z+. Sauf que chacun des delta de Z+ est un nombre entier, on multiplie par 2, du coup ça donne forcément un nombre entier pair, et on a supposé que delta de Z était un nombre impair. Et ça veut dire que on ne peut pas construire ainsi de solutions entières au système d'équations qu'on avait considéré. Et ça veut dire que ce système d'équations n'a en fait aucune solution non nulle. Donc delta est nul partout, et ça veut bien dire que x tilde et y tilde sont en fait égaux CQFT. Un corollaire immédiat de ce que l'on vient de voir, c'est l'indépendance aux alternatives non pertinentes, puisque on peut juste retirer les éléments, ça change rien. La stratégie gagnante dans le jeu à somme nulle associée au graphe des duels, et donc ça ne change rien au vainqueur de Condorcet des loteries. Mais la propriété la plus remarquable du scrutin de Condorcet randomisé, c'est une forme de stratégie Plouffe-Naess, à savoir s'il existe un vainqueur de Condorcet des préférences, alors aucun électeur n'a intérêt à modifier son vote, c'est-à-dire que si on prend une stratégie S des électeurs tels que les conspirateurs sur cette stratégie de vote sont uniquement ceux qui avaient une préférence θ, alors forcément θ va préférer ce qu'il aura obtenu en étant honnête. Donc ça c'est C de θ, donc je vais appeler C le scrutin de Condorcet randomisé. C de θ sera toujours meilleur selon θ que C de S de θ tilde, c'est-à-dire ce qu'il aura obtenu si les électeurs de préférence θ avaient suivi une stratégie S donnée. Donc la stratégie S des électeurs θ ici est perdante à leur sens. Ils y perdent à modifier leur stratégie. Alors cette équation-là, dire que θ doivent préférer C de θ tilde à C de S de θ tilde, elle cache en fait une énorme difficulté qui est le fait qu'on vient de comparer ici des loteries. Or, a priori, jusque-là, on a parlé de préférence uniquement comme objet de O, qui était un ensemble de relations d'ordre sur les alternatives et pas sur les loteries. Du coup, il nous faut étendre pour chaque θ la préférence qu'elle est sur les alternatives
en une préférence sur les loteries. Alors dans le cas du théorème de Guibard a supposé que si un électeur a une préférence θ sur les alternatives, c'est qu'il a beaucoup de préférences possibles pour les loteries. En fait, ça correspond aux axiomes qu'on appelle de von Neumann-Morgenstern. Je vais pas expliquer ce que c'est ici. Ce qui est joli, c'est que ça repose sur 4 axiomes qui sont la complétude, la transitivité, la continuité et l'indépendance. On sait aussi en pratique que ces 4 axiomes de von Neumann-Morgenstern, même s'ils sont très naturels, sont en fait pas satisfaits, puisque crétins de cerveau, tout ça. Mais surtout, le gros problème avec l'approche de Guibard, c'est qu'elle est très conservatrice, elle est très, l'incentive compatibility, le stratégie Pufness, selon Guibard, est très restrictif. C'est très difficile pour un scrutin d'être stratégie proof, et du coup il y a le théorème de Guibard qui dit que le seul stratégie proof, en gros, ce sont les référendums et la dictature aléatoire. Et la raison pour laquelle elle est aussi restrictive, c'est que si on donne une préférence θ, il y a énormément de préférences sur les loteries qui correspondent à ce θ. Donc l'idée, dans mon article notamment, c'est de considérer une seule extension d'une préférence θ en une préférence sur les loteries. Et il me semble que la façon la plus naturelle de le faire, une fois qu'on s'est fixé ça, c'est de dire qu'une préférence θ préfère une loterie x tilde et une loterie y tilde si, de façon similaire à la majorité, si lorsque je tire un candidat selon x tilde et un candidat selon y tilde, θ préfère plus souvent le candidat tiré selon x tilde que le candidat tiré selon y tilde. En formule mathématique, ça nous donne cette expression-là, à savoir la probabilité que θ préfère x tilde à y tilde est plus grande que la probabilité que θ préfère y tilde à x tilde. Alors clairement, ces préférences-là, elles sont pas vraies, c'est pas les vraies préférences que les gens ont, mais les gens n'ont même pas des préférences qui sont vraiment von Neumann-Morgenstern, et c'est très difficile de décrire les vraies préférences des gens. Et ce n'est pas l'objectif non plus du papier. Ce que j'essaie de montrer dans ce papier, c'est que le scrutin de Condorcet randomisé a quand même une bonne propriété, en sens où si on prend des préférences qui sont pas si débiles, eh bien, on a le stratégie Pufness pour ces préférences-là qui sont pas si débiles. Et ça suggère qu'en pratique, quand les gens joueront le scrutin de Condorcet randomisé, ils auront au moins des hésitations beaucoup plus grandes que pour un autre scrutin, au moment de tenter un vote stratégique qui diffère de leur vraie préférence. Comme von Neumann le disait lui-même, si les gens ne pensent pas que les mathématiques sont simples, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la vie est compliquée. La réalité est trop complexe pour permettre autre chose que des approximations. Et j'en réfère aussi à la citation de George Box, qui est l'une de mes citations préférées. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc voilà, donc la théorie que je vous présente ici, clairement elle est fausse, mais je pense qu'elle est utile. Un scrutin qui satisfait le stratégie Pufness pour des hypothèses simplistes reste quand même beaucoup plus fiable qu'un scrutin dont on a prouvé qu'il ne satisfait pas le stratégie Pufness, même dans des cas simplistes. Passons à la démonstration du théorème qui avait déjà été esquissé par Rémi Père dans un excellent article sur Images des maths. Pour prouver ce théorème, on va d'abord prouver un lemme que je trouve très intéressant. Le lemme dit qu'un électeur ne peut inverser que des flèches avec lesquelles il est d'accord. En effet, si la flèche va de y à x dans le graphe des duels et que l'électeur préfère x à y, alors il contribue déjà dans l'autre sens à ce duel. Et du coup, s'il inversait son vote, il favoriserait encore plus y, et du coup, il irait dans le sens de la flèche en inversant son vote. Du coup, en modifiant son vote, il va dans le sens des flèches avec lesquelles il n'est pas d'accord, et du coup, les seules flèches qu'il peut modifier, ce sont les flèches avec lesquelles il est d'accord. Ok, maintenant on peut prouver le théorème, donc on va considérer un graphe où il y a un vainqueur de Condorcet, que je notais x ici, et on va considérer un électeur avec une préférence θ. Donc, selon cet électeur, il y a des candidats qui sont meilleurs que x, que je viens de noter x+, et il y a des candidats qui sont moins bien que x, que je vais noter x-. Alors, notre électeur, il préfère tout élément de x+ à x, du coup, il n'est pas d'accord avec le graphe des duels par rapport à ses préférences. Et d'après le lemme, ça veut dire qu'il ne peut pas inverser ses flèches. En revanche, il est d'accord avec les flèches qui vont de x à x-, ça veut dire qu'il peut inverser potentiellement, possiblement en tout cas, parmi les flèches que je représentais là, il n'y a que ces flèches-là qu'il peut inverser. Donc, on va supposer qu'il inverse certaines de ces flèches. Donc, ça nous donne maintenant 3 catégories, vert, orange et bleu. Or, si on regarde maintenant le vainqueur de Condorcet de ce nouveau graphe des duels manipulé par notre électeur, on sait que le vainqueur de Condorcet, du coup, de S de θ tilde, doit battre en duel
l'alternative X en particulier. Et ça veut dire que la probabilité des trucs qui battent X, c'est-à-dire juste orange, est forcément supérieure ou égale à la probabilité des trucs qui sont battus par X, c'est-à-dire vert plus bleu. Du coup, par construction du scrutin de Condorcet, par la propriété fondamentale des vainqueurs de Condorcet des loteries, on sait que la probabilité de orange est forcément supérieure ou égale à la probabilité de vert plus la probabilité de bleu. Donc orange est plus grand que vert plus bleu, et ça forcément ça implique que orange plus bleu est plus grand que vert. Mais le fait que orange plus bleu est supérieur ou égal à vert, ça veut bien dire pour les lecteurs θ que ce qui est moins bien que X a une probabilité plus grande que ce qui est mieux que X, et ça veut bien dire que l'électeur va préférer X à la loterie qu'il a obtenue en manipulant le graphe des duels. Autrement dit, il y a perdu en modifiant le graphe des duels, c'est QFD. L'un des autres théorèmes du papier que je vous invite à aller voir, c'est le fait que le scrutin de Condorcet est à peu près le seul scrutin à avoir la propriété qu'on vient de voir, à savoir c'est à peu près le seul à toujours élire les vainqueurs de Condorcet déterministes et à être incentive compatible ou strategy proof, c'est la même chose, lorsqu'il y a un vainqueur de Condorcet déterministe. C'est ce que j'ai appelé dans le papier Condorcet proof, à savoir dès qu'il y a un vainqueur de Condorcet déterministe, on les lit et on est à peu près sûr que les électeurs ont bien voté leur vraie préférence, puisqu'ils ont intérêt à voter selon leur vraie préférence à ce moment-là. Les détails sont super techniques et difficiles à expliquer comme ça. L'idée, c'est essayer de voir, à chaque fois qu'on a un paradoxe de Condorcet, quels sont les cas où on aurait pu accéder à ce paradoxe de Condorcet via des stratégies de vote. Et en particulier, il faut essayer d'écrire des conditions sur le fait que les gens qui auraient pu basculer à ce paradoxe de Condorcet en mentant sur leurs préférences, le fait que ces gens y perdent à avoir fait ça implique certaines inégalités. Et en gros, on peut montrer que ces inégalités, dans certains cas en tout cas, suffisent à montrer que il n'y avait pas le choix. Ces inégalités impliquent d'utiliser un scrutin de Condorcet randomisé pour les bulletins qui ont été collectés et qui donnent ce paradoxe de Condorcet. Le papier présente aussi une étude de ce qu'on appelle le group strategy proofness, à savoir jusque-là on a parlé que du cas où un électeur cherche à dévier de ses préférences. En fait, ce qu'on vient de voir en fait marche aussi pour le cas où plusieurs électeurs ou même tous les électeurs qui ont une même préférence cherchent à manipuler le vote. Mais en pratique, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que des électeurs avec des préférences légèrement différentes se mettent ensemble, se réunissent ensemble, conçoivent une stratégie ensemble et se disent « Ah, mais si on fait ça, on peut dévier le vote ». Encore une fois, ça peut paraître difficile à imaginer a priori comme ça, mais en pratique, on a quand même des politiciens ou des médias qui ont un certain pouvoir d'influence et qui peuvent dire à beaucoup d'électeurs de voter d'une certaine manière, et on peut avoir ce genre de phénomène en pratique. On peut pas complètement l'exclure en tout cas. Eh bien, dans le papier, j'ai un théorème qui prouve que il n'y a pas de scrutin qui soit group strategy proof, même lorsque on suppose qu'il existe déjà un vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire on peut trouver notamment un graphe qui est celui-là, où ce graphe en fait peut avoir été obtenu par des manipulations de vote coordonnées, et ça implique certaines inégalités si on veut que ces coordinations de manipulation du vote ne soient pas profitables. Et si je manipule toutes ces inégalités, je vois en fait qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de façon de choisir à ce moment-là une loterie qui garantirait que personne n'avait intérêt à mentir pour en arriver à cette loterie. Formellement, la définition du groupe strategy proofness, ça nous dit que donc un système de vote V est groupe strategy proof si pour n'importe quelle stratégie de vote S et pour tout manipulateur selon cette stratégie de vote S, alors il y a au moins un électeur qui était manipulateur qui en fait n'y gagne pas à manipuler le vote. Et donc l'absence de scrutin groupe strategy proof, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, le scrutin de Condorcet randomisé en particulier n'est pas groupe strategy proof, mais il l'est quand même si on fait davantage d'hypothèses. Par exemple, si on suppose que les préférences sont unidimensionnelles,
Donc là, il y aurait pas mal de choses à dire parce qu'il y a plusieurs hypothèses que l'on peut faire pour dire ce que c'est que des préférences unidimensionnelles. Et je reviendrai sans doute dans un autre épisode hardcore sur l'unidimensionnalité des préférences dans un scrutin. Enfin, une dernière chose que je pourrais rajouter qui n'apparaît pas dans l'article, c'est le fait que le scrutin de Condorcet randomisé n'est pas stratégie proof en général, il n'est stratégie proof que lorsqu'il existe un vainqueur de Condorcet. Donc par exemple, on a ici un contre-exemple où on a un pentagone, donc ça correspond au jeu pierre, feuille, ciseaux, lézard, Spock, donc avec pas mal de symétrie. Donc ça, si on calcule la loterie Condorcet pour ce graphe des duels, on aurait 1/5 partout. Et en fait, on pourrait inventer un électeur, donc θ qui est ici, qui pourrait manipuler le vote en échangeant une flèche, donc juste celle-là, auquel cas on passerait de 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 à 1/3, 1/3, 1/3, 0, 0. Et à ce moment-là, l'électeur qui a changé son scrutin, qui a changé son bulletin de vote comme ça, il gagnerait à modifier son vote. Bref, cet exemple montre que le scrutin de Condorcet randomisé est pas stratégie proof, et en fait il n'y en a pas de scrutin qui soit stratégie proof dans tous les cas, et qui élit les vainqueurs de Condorcet lorsqu'ils existent. Enfin, une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est une variante intéressante du scrutin de Condorcet randomisé, qu'on appelle, que certains appellent les loteries maximales, que l'on peut aussi interpréter comme des vainqueurs de Condorcet, à condition de changer la préférence de la majorité. Cette fois, on va dire que la majorité préfère une loterie X tilde à une loterie Y tilde, si à chaque fois que X tilde bat Y tilde, il marque aussi un nombre de points qui est l'écart entre le pourcentage de voix pour X tilde et le pourcentage de voix par Y tilde. Alors plus précisément, lorsque X bat Y, il marque un certain nombre de points, qui est le nombre de votes pour X supérieur à Y, moins le nombre de votes qui disent que Y est inférieur à X. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le majority margin, en anglais, donc la marge de majorité. Et de la même façon que précédemment, on peut considérer un jeu, mais cette fois, on va dire que si le premier joueur joue X tilde et le deuxième joueur joue Y tilde, le gain du premier joueur va être l'espérance de majority margin. Donc ça se calcule avec cette formule-là, tout simplement X tilde à Y tilde, où A est la matrice antisymétrique qui mesure les majority margin. Donc AXY est égal à le nombre de votes qui dit que X est supérieur à Y moins le nombre de votes qui disent que Y est supérieur à X. Donc là encore, on a un jeu entre deux joueurs et on peut montrer que ce jeu, sous certaines hypothèses, qui sont un petit peu plus restreintes que pour ce qu'on Condorcet randomisé, mais pas beaucoup plus, donc quasiment toujours en un certain sens, il existe un unique vainqueur de Condorcet pour ce jeu, enfin une unique stratégie optimale, ce qu'ils appellent, ce que l'on appelle la loterie maximale. Alors, la loterie maximale, elle est en fait finalement très similaire au scrutin de Condorcet randomisé, sauf qu'elle est moins rigide. Le scrutin de Condorcet randomisé a quelque chose de très rigide, c'est-à-dire en fait il dépend uniquement du graphe des duels, donc changer les majority margin, et le scrutin de Condorcet randomisé va rien faire. Et notamment si le majority margin se joue pas une voix, le vote de chacun n'aura aucun effet, un peu comme les scrutins classiques, chaque voix n'a aucun effet. À l'inverse, dans les loteries maximales, et à l'instar de la dictature aléatoire, chaque bulletin de vote va avoir un petit effet epsilon sur la loterie qui sera élue, sur la loterie maximale. Le concept de loterie maximale est aussi très intéressant, il y a des théorèmes aussi très jolis qui le caractérisent comme étant le seul à avoir des bonnes propriétés. Par exemple, il y a ces deux théorèmes de Félix Print, et là je vous renvoie vers le chapitre qu'il a écrit, je crois qu'il est disponible gratuitement en ligne. Donc moi je garde ma préférence pour le scrutin de Condorcet randomisé parce qu'il est stratégie proof, parce que pour moi la stratégie proof NES est quelque chose de très important, mais les loteries maximales c'est aussi quelque chose de très intéressant, je vous invite à lire, il y a beaucoup de choses à lire.